Bonjour à tous. Je vous propose qu'on commence. Donc, je suis très heureuse de voir que la salle est complète, est assez pleine, pour parler des objectifs de développement durable et pour parler on va sortir un peu de l'Europe. J'ai l'impression que les sessions sont beaucoup centrées sur la France et l'Europe, et ici, on va essayer d'ouvrir nos horizons. Donc voilà, depuis 2 ans, les États membres des Nations Unies ont adopté un nouveau programme de développement durable qui fait suite aux objectifs du millénaire pour le développement. Ce programme vise à relever les défis sur le plan économique, politique et environnementaux mondiaux. Cette démarche à caractère universel est censée apporter un cadre aux politiques de développement dans le monde entier d'ici à l'horizon 2030. Le caractère universel tient au fait qu'il s'agit dorénavant d'un engagement de l'ensemble des pays, pas uniquement au sud comme au nord. Il ne s'agit plus de transfert du nord vers le sud de ressources, de savoir-faire, voire de modèles, de valeurs, mais d'un accord en principe pour des engagements conjoints sur des défis communs. Le caractère universel s'exprime aussi par l'exhaustivité sectorielle et thématique. Comme vous pouvez le voir, on est passé de 8 objectifs du millénaire à 17 objectifs qui couvrent plein de thématiques qui vont de la santé, de l'éducation, de la pauvreté, mais aussi de modes de consommation et production durable, du partage et accès à l'énergie, de la protection des ressources naturelles, des inégalités, de la gouvernance mondiale, locale, enfin tout y est. Enfin, il s'agit d'une universalité, enfin tout y est, non, on va en débattre justement. Enfin, il s'agit d'une universalité d'acteurs. Ce n'est pas uniquement les États qui sont uniquement engagés. En principe, il y a le secteur privé, les sociétés civiles, les collectivités locales sont tous parties prenantes de ce processus. C'est ainsi que ce programme a pour objectif de transformer les vies tout en préservant la planète. Alors pour ces supporters, il s'agit enfin d'un consensus et d'une utopie transformateur mais par contre pour les plus sceptiques, ce programme serait qu'un miroir aux alouettes en raison des moyens et des changements qu'il requiert et des contradictions qu'il porte. Donc c'est de ça qu'on va essayer de débattre pendant 1h30 avec différents intervenants. Tout d'abord Arnaud Diemer qui est où ? Qui est là-bas, je ne vois pas, qui est maître de conférence à Clermont-Ferrand, qui est membre de l'Observatoire des représentations du développement durable et du CERDI, et vice-président du réseau de l'AUF dédié au développement durable. Ensuite, il y a David Marguerie, qui est analyste politique et statisticien au sein de la direction de la statistique de l'OCDE. Son activité s'articule essentiellement, principalement autour de la mesure et du suivi des objectifs de développement durable. Et avant cela, il était expert à France Stratégie, notamment sur les classes moyennes, les inégalités et la pauvreté. Ensuite, je présente Anne-Sophie Robillard, qui est chercheuse économiste à l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD, au sein de l'unité mixte de recherche DIAL. DIAL, qui est un centre de recherche dont je suis la directrice, qui fait des recherches sur les problèmes des pays en développement. Elle travaille plus spécifiquement sur l'Afrique subsaharienne. Ces questions de recherche portent sur les déterminants de la pauvreté et des inégalités, sur la participation des femmes au marché du travail. Et de même, elle mène des études d'impact sur les politiques publiques, l'impact des politiques publiques sur les inégalités et la pauvreté. Et récemment, elle a fait un MOOC sur les méthodes d'impact, les méthodes statistiques d'impact en français. Donc, c'est un des premiers MOOC là-dessus. Je vous invite à aller voir. Il y aura aussi Julie Vaillet, qui est chercheuse senior à l'Institut de développement durable et des relations internationales, l'IDRI. Son travail porte sur la mise en œuvre des objectifs du développement durable et les réformes en matière de financement du développement. Et avant cela, elle s'occupait de la stratégie française du développement et de la coopération au ministère des Affaires étrangères, et elle a aussi travaillé à la Commission européenne, à la direction de la coopération. Enfin, il y aura Thierry Viard, à ma droite, qui est secrétaire exécutif du mouvement international ATD Quart Monde,
volontaire permanent depuis 1974. Il a collaboré à la recherche-action participative Agir pour un développement durable qui n'oublie personne, le défi de l'agenda post-2015, a contribué aux travaux ayant abouti en 2012 à l'adoption du principe de directeur sur l'extrême pauvreté et les droits de l'homme des Nations Unies. Donc, je vais commencer par... poser une question à Thierry Viard. Est-ce que les objectifs de développement durable sont pour vous expriment un réel renouvellement dans la réflexion mondiale sur les enjeux du développement du monde, ou ne sont-ils pas, d'une certaine manière, l'expression d'un échec relatif des objectifs du millénaire qui devait aboutir en 2015 ? Voilà. Donc, bonjour à tous. Je suis très content de m'exprimer devant vous ce matin. Donc en fait, est-ce que les ODD ont été est-ce que les objectifs du millénaire pour le développement, donc les OMD, ont été un échec relatif? Alors je commence par ça, et après j'ai un petit point sur les objectifs de développement durable, donc qui concernent de 2015 à 2030. Alors, bon, sur les... Il y a des succès, il y a évidemment des succès qui ont été pointés après la mise en œuvre des objectifs du millénaire pour le développement. Donc il y a eu des avancées dans le domaine de la lutte contre le sida, contre le paludisme, contre la rougeole, au niveau de l'accès à l'éducation primaire, de l'accès à l'eau potable. Il y a toute une série d'améliorations dans ce domaine. Nous, à TD Quart Monde, on est très, très centré sur la place des plus pauvres dans les programmes, dans les projets, quel impact les politiques ont sur les personnes les plus défavorisées. Alors nous, ce qu'on a vu sur le terrain, c'est que pour beaucoup de gens, les choses n'avaient pas changé, ni pendant ni avant, parce que ni pendant ni avant la crise, parce que pour elle, la crise dure depuis des décennies. Alors, je voulais prendre juste un petit exemple à partir de Manille. Voilà. Donc là, on voit, c'est des familles qui vivent sous un pont à Manille. Et vous regardez le pont. Le pont, il y a vraiment des gros camions, des tas de voitures qui passent, ça vibre sans arrêt, et les gens vivent en dessous. Donc vous imaginez ce qui se passe quand il y a des montées des eaux, et ce que veut dire le changement climatique et la montée des eaux pour des familles qui vivent à cet endroit-là, quoi. Donc, à Manille, des habitations informelles sont détruites par les autorités afin d'aménager les abords d'une rivière. Des milliers de familles qui se sont établies le long des rives et sous les ponts ont été déplacées et relogées à 50 km ou plus de leur habitation d'origine, dans des zones disposant de beaucoup moins d'opportunités de travail. Ces déplacements renforcent la pauvreté parce que les enfants doivent quitter leurs écoles et que les adultes perdent leur source de revenus, n'ayant pas les moyens de retourner travailler dans leur ville d'origine. Et donc, ce que nous disent les familles, c'est qu'en fait, on nous démolit tous les jours. Parce que là, il y a cet exemple, mais il y a un autre quartier où des gens qui étaient squatteurs, on casse leur maison. Et donc, un peu ce qu'on voit, c'est pas un peu, c'est les gens disent on nous démolit tous les jours. Donc, on voit que la pauvreté, il y a le fait d'être pauvre, mais il y a aussi toute une violence liée au fait de vivre dans la pauvreté, et que souvent, la lutte contre la pauvreté, c'est aussi une lutte contre les pauvres. Voilà. Alors, en juin 2013, on a fait une évaluation que Sandrine a citée. Ah oui, il faut changer. Ah voilà, merci. Donc, on a fait une évaluation avec 2000 personnes vivant dans la pauvreté, et aussi avec des partenaires, des gens, soit des gens engagés avec nous dans des projets locaux, ou bien des responsables, soit dans les pays, soit au niveau des Nations Unies. Et donc, un des points que nous, on a le plus relevé, c'est les OMD, les objectifs du millénaire pour le développement, n'ont pas atteint les populations les plus pauvres. Donc, pour illustrer, c'est ce que disait Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies en 2011, qui disait « Il apparaît clairement que d'un côté, les OMD ont considérablement modifié la situation. En même temps, cette progression est inégale. Les plus pauvres ont été laissés de côté. »
Dans un autre témoignage, un responsable d'action de microfinance au Bangladesh mettait en avant, il disait, on met particulièrement en avant les bienfaits de la microfinance au Bangladesh, mais les ONG ont noté que presque 20% des populations les plus pauvres visées n'ont pas vraiment profité des programmes de développement. Et puis, en mai 2013, les titulaires des mandats d'experts des droits de l'homme à Genève, aux Nations Unies à Genève, affirmaient que l'une des faiblesses du dispositif des OMD a été son aveuglement face au problème des inégalités et aux membres les plus marginalisés des sociétés. En se concentrant sur des chiffres agrégés et sur une approche globale des progrès enregistrés, il a échoué à évaluer l'aggravation des disparités sociales et économiques et à encourager les États à donner la priorité à la recherche de progrès globaux et faciles à atteindre plutôt qu'à porter sur une attention particulière aux groupes les plus vulnérables. Oui, mais justement, en quoi il me semble que, au moins sur le papier, les ODD ont pour ambition de n'oublier personne. En quoi on assiste à un tournant réel par rapport à ce diagnostic que vous faites par rapport aux OMD? Oui, c'est ça, d'accord. Alors, le point que je voulais dire avant de passer à ça, c'est la question que les OMD ont oublié, n'ont pas pris en compte la question de la pauvreté dans les pays riches, dans les pays de l'OCDE. Donc juste un tout petit rappel, c'est que selon Eurostat, en 2016, 117 millions de personnes, soit 23% de la population dans l'Union européenne, étaient menacées de pauvreté et d'exclusion sociale. Voilà, donc ça c'était pour finir le point sur un des points de ce qu'on pense sur les OMD. Et pour les ODD, donc on a beaucoup travaillé dans le cadre de la société civile, dans le cadre... Ah, pardon, d'accord, excusez-moi. Pour essayer de faire évoluer ça à partir de l'évaluation. Et donc, nous, la déclaration finale concernant les objectifs de développement durable, donc, reprend l'idée, le principe de ne laisser personne de côté. Donc ça, pour nous, c'est très, très important. On s'est beaucoup battu dessus pour ça, pas que nous, mais... Et alors, maintenant, pour répondre à votre question, tout se joue dans la mise en œuvre et le respect des engagements pris, parce que les grandes déclarations, on en a l'habitude. Je ne veux pas les citer toutes, mais il y en a quand même beaucoup. Si on reprend, juste 95, le sommet sur le développement social, 2000, les objectifs du millénaire, et là maintenant, on est avec les ODD. Il faut faire pression pour arriver à ce que les États tiennent leurs engagements. Mais comme vous avez dit aussi, il y a des contradictions dans la déclaration. Donc, qu'est-ce qui se passera vraiment? Ok, on va parler de ça bientôt. Julie, vous avez... Oui, bonjour. Je suis très, très heureuse de parler ici. J'ai une question pour la salle, d'abord, puisqu'il est 9h20, pour être sûr que tout le monde est réveillé. Qui connaissait, avant d'être ici, les ODD, les objectifs du développement durable? Qui avait entendu parler des ODD? Est-ce que vous pouvez lever la main, ceux qui ont déjà entendu parler des ODD? D'accord. Et là-haut? Ok. Et qui avait déjà entendu parler des OMD, des objectifs du millénaire pour le développement? D'accord, ok. Alors, les objectifs du millénaire, c'est des objectifs qui ont été adoptés par l'ONU en 2000. Il y avait 8 objectifs assez précis. Et c'était un agenda du nord vers le sud, où l'objectif c'était d'améliorer l'éducation dans les pays du sud, la santé, la santé maternelle entre autres, le sida, etc. Donc c'était vraiment un agenda pour le Sud, et ça a eu quand même des changements majeurs sur la manière de faire de la coopération et le développement, où du coup les grands bailleurs internationaux étaient beaucoup plus orientés sur l'impact de ce qu'ils faisaient sur le terrain. Est-ce que le projet que je fais sur le terrain a un impact en matière d'éducation? Est-ce que ça va venir baisser ou augmenter l'alphabétisme, etc., etc. En parallèle, on a eu au niveau environnement et développement durable aussi des processus, mais qui eux étaient
Enfin, j'y reviendrai après. Là, donc 15 ans après les OMD, les objectifs du millénaire, les 193 États de l'ONU se mettent d'accord sur les ODD, les objectifs du développement durable. Qu'est-ce que ça change concrètement? Déjà, on est sur un... On termine les ODD, dans le sens où on reprend, les OMD, pardon. On reprend les OMD, les 8 OMD, santé, éducation, sida, etc. Et on se rend compte qu'ils n'ont pas été terminés, ils n'ont pas été aboutis, notamment pour effectivement les populations les plus pauvres, les pays les moins avancés. Et on les remet dans cet agenda 15 ans plus tard. Mais pas seulement. Et c'est là où c'est intéressant, qu'est-ce qui est nouveau dans ces ODD, et c'est là où c'est même passionnant. On complète ces objectifs-là, qui sont des objectifs à la base chiffrés, par des cibles plus précises et plus qualitatives. Je prends un exemple typique, l'OMD sur l'éducation se focalisait sur le taux d'alphabétisation. C'est certes extrêmement important, mais n'empêche que l'éducation ne se résume pas à ça. Les ODD vont proposer d'autres objectifs plus qualitatifs en matière d'éducation. L'accès à l'éducation, la qualité des programmes, l'accès à l'école, etc., etc. Donc première nouveauté, on complète les OMD et on apporte d'autres dimensions que juste le taux d'alphabétisation. Et déjà, c'est une prouesse. Deuxième nouveauté, c'est un caractère universel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire universel? C'est que, du coup, ces ODD sont aussi pour le Nord. Et ça change tout. Ça change complètement la logique qu'il y avait avec les OMD, qui était une logique du Nord, riche, vers le Sud, pauvre. Non, pas du tout. Là, ce qu'on dit, c'est que cet agenda-là concerne tous les pays, les 193 pays de l'ONU, que ce soit la Suède jusqu'au Mozambique. Incroyable. Troisième chose, c'est que ça propose un changement profond de nos sociétés. C'est-à-dire qu'on ne parle plus d'économie, de PIB, mais on a face à nous des mesures qui traitent à la fois du développement économique, social et environnemental. Donc on a un changement de modèle qui propose en 2015, alors qu'on est à quelques mois de l'élection de Donald Trump, à quelques mois du Brexit, on propose une vision du monde, de nos sociétés, qui soit équilibrée entre économie, sociale et environnementale. Et ça, c'est incroyable aussi. Ça peut se comparer aux travaux qui ont été faits vis-à-vis des mesures complémentaires au PIB. Là, on a des objectifs chiffrés qui viennent compléter le seul PIB, justement sur les aspects économiques, sociaux et environnementaux. Troisième nouveauté, c'est aussi l'interconnexion des ODD entre eux. Là, les grosses bulles représentent chacun des 17 ODD, donc santé, éducation, environnement, etc. Et ce que nous dit ce nouvel agenda onusien, c'est qu'on ne peut pas traiter les questions, disons, de santé sans traiter les questions d'éducation, sans traiter les questions d'accès à l'eau, par exemple, ou de transport, ou de bonne gouvernance, etc. Donc tout est interconnecté. Et ça aussi, c'est un changement fondamental de mode de pensée. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce soit au nord, en France, comme au sud, il faut qu'un ministre de la Santé puisse travailler avec le ministre de l'Éducation, puisse travailler avec le ministre des Transports, puisse travailler avec d'autres et d'autres ministres. Et c'est vraiment un mode de pensée qui change complètement. Et dernier point, j'aurais sûrement dû commencer par là, c'est que comparé aux OMD, qui étaient donc très, très sociaux, on rajoute la dimension environnementale. Et ça, pour les économistes du développement, pour les personnes qui faisaient la coopération au Sud, c'est un vrai bouleversement. C'est-à-dire que oui, c'est bien évidemment, il faut se développer, mais pas à n'importe quelle condition.
et qu'on peut se développer en respectant l'environnement, en prenant en compte respectant l'environnement et en plus prenant en compte les conséquences du développement sur son pays et sur l'extérieur. Ce que nous dit les ODD, bon, on l'entend souvent, mais ça le formalise pour 193 pays, c'est que notre politique, par exemple agricole en France ou en Europe, a des conséquences sur le Sud. Notre politique fiscale a des conséquences sur le reste du monde. Et ces interconnexions, il faut les prendre en compte. Donc voilà les principales nouveautés. Ah, et le dernier point, c'est aussi sur les moyens de mise en œuvre de ces ODD, sur le financement des ODD. On n'est plus sur un rôle d'un État surpuissant, mais sur un partage des responsabilités. Le secteur privé a ses responsabilités dans cet agenda-là, les ONG, les parlementaires, la coopération sud-sud entre la Chine et l'Afrique par exemple, ou les institutions financières et les banques. Voilà les grandes nouveautés qui font que les ODD sont un agenda intéressant. Merci Julie, mais je sens bien votre enthousiasme, etc., par rapport aux inflexions majeures par rapport à l'agenda d'avant 2015. Mais concrètement, vous avez, me semble-t-il, observé notamment les politiques publiques en France. Est-ce qu'il y a-t-il une réorientation? Ça fait quand même déjà 2 ans que les pays des Nations Unies ont signé ces accords. Moi, il me semble que dans les médias français, notamment pendant la campagne présidentielle française, on n'a jamais entendu parler de ça, alors qu'il y a des gros enjeux, comme on le disait, enfin, on va y revenir, il y a des enjeux pas uniquement sur le Sud, mais aussi pour la France, en termes de pauvreté, d'inégalité, de développement durable, etc. Concrètement, est-ce que vous voyez, en quoi ces engagements de la France dans les ODD orientent réellement les politiques publiques françaises? Merci pour cette question, c'est effectivement une excellente question. Faut effectivement minimiser les ODD, c'était vu en France, alors pas partout en Europe, mais en France, comme par les politiques, comme un gros machin onusien. On ne sait pas trop ce que c'est, il y a beaucoup d'objectifs, il y a beaucoup de cibles, des indicateurs chiffrés pour un politique, on ne voit pas trop ce qu'on peut en faire dans un programme présidentiel. Puis ça couvre tout, économique, social, environnemental, ouais, ça couvre un peu tout. Donc oui, en France, on a un peu de retard au démarrage. Il y a aussi l'effet COP21. Les ODD ont été adoptés quelques mois avant la COP21, donc la COP21 a un peu éclipsé les ODD. Alors, et concrètement, tout ça prend du temps, notamment en France. Il faut prendre du temps de, 1, comprendre les ODD, ce que c'est pour un politique, et 2, comment on peut s'en servir, qu'est-ce qu'on fait de ça. Et effectivement, nous, à l'IDRI, on a étudié, vous pouvez télécharger sur notre site notre rapport là-dessus, sur les ODD pour la France. Concrètement, comment ça peut orienter les politiques françaises? 1, ça permet de donner l'état des lieux d'un pays, justement presque pour compléter les données du PIB, où ça permet de voir où en est la France sur ces 3 aspects sociaux, économiques et environnementaux. On a fait ce graphique-là que vous voyez peut-être là, avec en rouge là où la France n'atteindra pas l'objectif d'ici 2030, ces objectifs d'ici 2030, elle n'est pas dans la bonne tendance du tout. Il faut complètement inverser la tendance si elle veut atteindre les objectifs qu'elle a signés d'ici 2030. En orange, là où la tendance est bonne, mais elle ne sera pas suffisante pour atteindre les objectifs d'ici 2030. Et en vert, là où la France est bonne. On a fait cet exercice, pas sur toutes les cibles des ODD, sur certaines qu'on a choisies. En rouge, qu'est-ce qu'on a? Par exemple, on a des cibles au cœur des préoccupations des Français. On a la réduction des pesticides, par exemple. L'équité dans l'éducation. On sait que c'est quelque chose sur quoi la France a encore du travail à faire. L'éducation de qualité, ça c'est mesuré à travers l'indicateur PISA qui est bien connu. Donc on voit qu'en rouge, pour un pays comme la France, qui est un pays développé,
on a certes une tendance très mauvaise sur les questions environnementales, mais pas que. On a aussi une tendance assez mauvaise sur les questions sociales. Donc c'est un premier indicateur intéressant. Le deuxième, en orange, on est à peu près à la moitié des cibles qu'on a étudiées. Je vous laisserai regarder dans le rapport. Et en vert, on est assez bon sur la protection des milieux marins, la réduction des inégalités de revenus grâce au système de redistribution ou le traitement des eaux usées. Donc déjà, concrètement, les ODD permettent de donner un état des lieux, une photographie d'un pays comme la France et de pouvoir déterminer des priorités. Et c'est ce qu'a fait par exemple la Suède et d'autres pays nordiques, c'est qu'ils ont fait exactement cet exercice au plus haut niveau de l'État. Et ils ont dit, nous, on voit qu'on est mauvais dans les cibles rouges, et on va faire des réformes pour contrecarrer c'est là où on est mauvais. On va concrètement mettre en place des réformes pour ça. La deuxième chose, ce qui est intéressant aussi, c'est que les ODD, là où elles peuvent infléchir les politiques, c'est qu'elles permettent des comparaisons internationales. Là, vous avez 4 pays différents, la Suède, la France, les États-Unis et le Mexique, qui ont été évalués sur les 17 ODD. On voit que la Suède a la tâche la plus étalée, c'est parce qu'elle est bonne dans la plupart des objectifs du développement durable, l'éducation, la protection de l'environnement, etc. La France, on voit que la tâche est un peu plus réduite, donc c'est qu'elle n'est pas trop mauvaise. Les États-Unis, bizarrement, qui est un pays extrêmement développé, qui est la première puissance mondiale, on voit que la tâche est beaucoup plus réduite que celle de la France. Donc là aussi, c'est intéressant, ça veut dire que si on regarde d'autres indicateurs, les États-Unis ne sont pas si avancés que ça, les indicateurs socio-économiques et environnementaux. Et le Mexique, par exemple, où la tâche est vraiment plus petite. Donc tout ça, ça favorise quoi? Ça favorise la comparaison internationale. Je reprends l'exemple de PISA. Tout le monde, je pense, connaît l'indicateur PISA en matière d'éducation. C'est un indicateur, un standard international qui compare les pays en matière d'éducation. Ça permet justement de dire, la France est en 10e position, elle est à, je ne sais plus, je dis ça au hasard, mais qu'à 4 points de l'Allemagne. Pourquoi l'Allemagne est meilleure que la France? Qu'est-ce qui fait que son éducation est meilleure que la France? Donc la comparaison internationale, elle stimule les politiques dans ce sens-là. Ensuite, il y a aussi, là où ça infléchit les politiques françaises, c'est sur le premier point, là, sur le côté d'interconnexion des politiques les unes avec les autres. Il y a des gouvernements, encore les nordiques, toujours eux, qui mettent en place les ODD concrètement et qui ont forcé leur ministre justement de la Santé de parler avec le ministre de l'Éducation, qui a parlé au ministre de l'Industrie, et de forcer de sortir des silos administratifs et d'échanger entre administrations et de sortir du côté sectoriel. Voilà des exemples pourquoi les ODD peuvent servir concrètement. Non, juste pour compléter, ça marche, parfait. Juste pour compléter un petit peu, parce que c'est vrai que nous à l'OCDE, on est aussi beaucoup en contact avec les gouvernements, on les aide à implémenter les ODD, et ce qu'on peut voir en France, c'est que, comme tu l'as dit, Julie, en fait, on a mis du temps à se mettre en marche, mais il y a quand même des choses qui sont faites au niveau du gouvernement et de l'administration. Il y a notamment une déléguée interministérielle au développement durable avec l'aide du commissariat général au développement durable qui a été mandatée par le Premier ministre pour essayer de diffuser les ODD au sein de l'administration publique française. Pour ça, elle anime un réseau de hauts fonctionnaires qui doit essayer de pousser dans chacune de ces administrations pour intégrer ces objectifs et ces cibles dans les stratégies de l'administration publique. On a aussi vu que le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Transition écologique, également le ministère de l'Économie, essayaient de se saisir de ce sujet-là, essayer de comprendre ce que c'était, comment ils allaient pouvoir l'intégrer et qu'est-ce qu'ils allaient pouvoir en faire. Donc ça bouge un peu. Je crois qu'un bon exemple aussi pour montrer que la France
se saisit un peu de ce sujet, c'est voilà, tous les ans à New York, il y a ce qu'on appelle le forum politique de haut niveau. Donc c'est une réunion de tous les États membres de l'ONU qui viennent, et les États qui le souhaitent peuvent présenter les avancées qu'ils font en matière d'ODD et comment ils les implémentent dans leur pays. Et la France a fait une contribution volontaire en 2016 qui montre bien finalement l'intérêt qu'on a dans cet agenda. Et enfin, le dernier point qui peut être anecdotique, mais qui pour moi fait beaucoup de sens, c'est l'INSEE. L'INSEE s'est positionné assez tôt sur ce sujet-là et a publié toute une batterie d'indicateurs pour mesurer les ODD au niveau de la France. Et ça montre bien qu'il y a quand même une volonté derrière qui est peut-être pas suffisamment forte, pas suffisamment encore présente, mais en tout cas qui est là et qui est en train d'émerger et qui, je pense, devrait, avec le temps, influer beaucoup plus disperser beaucoup plus les ODD dans l'administration publique et le gouvernement. Merci. Vous êtes d'accord avec ça, Thierry? Par rapport à vous, sur le terrain, vous sentez une inflexion? C'est un programme qui permet d'appuyer, qui vous sert de levier par rapport à vos actions? Ça, de toute façon, s'il y a tout ce qui a été dit, je suis d'accord. Enfin, c'est exact, mais ça va pas assez loin. Moi, ce que je pense, enfin, ce qu'on voit, quoi, c'est que les populations les plus pauvres sont pas représentées, sont très mal représentées, et donc l'extrême pauvreté se poursuit comme une catastrophe silencieuse à travers le monde. Et qu'aller à Haïti, c'est effrayant, quoi. C'est effrayant d'assister à la pesée d'enfants de nourrissons. Ils devraient peser 10 kilos, ils en pèsent 6. Enfin, vraiment, c'est... Enfin bon, c'est... Et là... Enfin, il y a ce que disaient des militantes à TD Carmonde qui ont une expérience de la pauvreté en France, et disaient on est perçus comme des gens pas abordables, incapables de penser et de prendre des décisions. Je veux dire, la démocratie, ça suppose que les premiers concernés sont entendus, sont consultés, et qu'après il y a des mesures qui sont prises. Personne n'imagine de prendre des mesures vis-à-vis de l'égalité homme-femme sans les femmes. Là, j'ai des questions qui déroulent de la salle, je ne les oublie pas. Il y a quelqu'un qui m'a dit « Vous m'avez lu ?» Oui, je vous ai lu. Je vais en revenir. Mais là, j'ai une question qui vient d'arriver qui dit quelle est la place des citoyens dans ces ODD, dans la définition et leur application? Donc justement, peut-être vous allez pouvoir réagir à ça tout de suite. Alors, donc nous, je ne sais pas qui a posé cette question, on avait, pour avoir de l'impact sur la définition de l'après 2015, fait ces réunions dans une douzaine de pays pour que les gens nous disent qu'est-ce que pour eux le programme du millénaire pour le développement avait changé. La société civile a été très active, enfin je veux dire que ce soit à New York, à Genève, à Bruxelles, à Paris, la société civile a été très très active, je ne vais pas citer toutes les ONG, mais enfin les Concorde, Oxfam, les grosses ONG ont été très actives. Après, en face, il y a beaucoup de monde, quoi. Hein. Enfin, en face, il y a. Alors nous, ce qu'on dit, c'est faut vraiment sortir du court-termisme. On doit prendre le temps de réfléchir à plusieurs. Enfin, parce qu'en plus, c'est pas en plus. Enfin, je veux dire, c'est une des données. Agir contre l'extrême pauvreté. Faut vraiment changer ses modes de pensée. Et on a fait ce livre. Peut-être vous pourriez le mettre, c'est en finir avec les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté, parce que, il y a tellement de préjugés que si on ne lutte pas contre ces préjugés, ça doit être parallèle aux politiques qui sont mises en œuvre. Et donc là, on n'a pas travaillé avec, mais il y a un professeur de l'université d'Oxford, Robert Walker, qui a coordonné une étude sur la pauvreté dans une perspective mondiale, la honte et... Pardon. Peut-être qu'on va parler de la pauvreté après. Parce que l'idée là, c'était qu'on parle de manière générale de la philosophie des ODD, de leur mise en œuvre, et après on va dérouler 2-3 objectifs spécifiques, dont la pauvreté, après ça sera les inégalités, après on parlera de l'éducation.
Ok. Ok, juste alors, pour finir sur le rôle des citoyens, enfin pas pour finir, mais pour dire un mot sur le rôle des citoyens, c'est d'arriver à penser ensemble personnes qui ont l'expérience de la pauvreté, experts et responsables politiques et les citoyens, ça donne des fruits. Enfin, donc j'ai plusieurs exemples qui concernent la lutte contre la pauvreté que je pourrais expliquer tout à l'heure si on a le temps. Ok. Je vais peut-être vous poser une question là, à vous tous là, qui m'a été posée en premier. On parle de développement durable, donc qui veut durer. Et une des personnes dans la salle là se dit mais ne devrait-on pas plutôt parler de soutenable? Donc je voudrais savoir s'il y a une distinction qui est faite et si le choix du terme durable est à bon escient, ou est-ce que dans les ODD il y a, me semble-t-il, quand même cette philosophie de soutenabilité. Je ne sais pas si quelqu'un parmi vous veut répondre. Non? Oui? Si? Oui, je pense qu'on rentre dans le débat des oxymores. Hein. C'est qu'il y a beaucoup de concepts aujourd'hui qui sont contradictoires. On ne va pas pouvoir revenir dessus. Hein. Il y a une histoire qui explique ceci. On aurait pu l'appeler éco-développement. Je mets bien ce terme à l'époque de Ignatius Sachs et Maurice Strong, années 72, quand le sommet de Stockholm se met en place. Et puis c'est vrai qu'on évoque beaucoup cette question onusienne, comment on reprend un concept, comment on le définit, comment on s'en empare. Et c'est vrai qu'il y a toujours ce débat sur le développement durable et la place des sphères. Peut-être juste 2 commentaires. Moi, ce qui m'horrifie un petit peu, c'est qu'on reste sur les 3 sphères et qu'on oublie la culture. Pour moi, c'est une démarche première. La culture est un élément extrêmement important. Et quand on a une démarche qui part de l'environnement, il faut repositionner la culture dedans, donc c'est nécessaire. Après, il y a la gouvernance. On ne pourra rien faire. On parlait d'associations, d'ONG, qui est responsable, qui s'engage. La notion de gouvernance est importante. Donc c'est vrai que derrière le mot soutenable, durable, c'est vrai que la durée est forte. Les échelles de temps et d'espace jouent un rôle très important. Mais il me semble qu'aujourd'hui, c'est un débat sur la place de l'économie et comment on fait cohabiter des sphères qui s'opposent frontalement, dans certains cas. Et comment, en rendant visibles les choses, on permet aux économistes de s'en emparer très rapidement. C'est la grande peur que j'ai, moi, sur les ODD aujourd'hui, c'est qu'on rend visible des choses. Et quand on les rend visibles, vous savez que dans la recherche, dans les projets, on peut s'emparer de l'objet et proposer des choses assez contradictoires avec le développement durable. Je n'évoquerai pas la marchandisation, mais des choses comme ça qui posent vraiment des problèmes sur la santé, la culture. Donc c'est vrai que soutenabilité, durabilité, dans le monde francophone, on l'oublie un petit peu, mais c'est vrai qu'elle a une dimension culturelle forte, à mon avis, et elle peut générer une grosse critique sur comment fait-on pour délimiter. C'est le grand débat, comment fait-on pour délimiter les sphères qu'on va étudier? Où est la limite de l'économie? Où est la limite du social? Où est la limite du culturel? Je voudrais poser une question, je vais passer la parole à Anne-Sophie, parce que là, pour l'instant, on a plutôt parlé, me semble-t-il, en quoi les ODD pouvaient infléchir ou infléchissaient, les gouvernements notamment français et suédois, du Nord. Dans les pays en développement, et plus spécifiquement en Afrique, est-ce que ce nouvel engagement de l'agenda des Nations Unies a permis un rebond, voire un réel renouveau des politiques de développement social et économique? Merci. Je pense que c'est encore un peu tôt pour le dire, en fait, parce qu'il faut en effet voir que l'importance est dans la mise en œuvre. Et qu'il faut que ces objectifs soient appropriés par les pays et par les bailleurs qui travaillent avec ces pays. Dans le cas des OMD, cette évaluation de l'appropriation a été faite en 2009, donc notamment en 2009 par plusieurs personnes, mais en 2009, donc 9 ans après la définition des OMD, une économiste du développement, Sakiko Fukudapar, qui travaille beaucoup sur les questions de développement humain, à examiner l'appropriation à travers l'analyse de ce qu'on appelle les DSRP, donc les documents stratégiques de réduction de la pauvreté. Dans quelle mesure, ce qu'elle a essayé de regarder, c'est dans quelle mesure est-ce que les objectifs des DSRP sont alignés aux OMD.
Alors, elle en a conclu 2 choses, c'est qu'il y avait une bonne appropriation des objectifs des OMD qui étaient largement cités, repris dans les documents stratégiques, mais en revanche, son diagnostic était de dire il y a un biais vers le développement économique au détriment de la lutte contre la pauvreté, bien que ce soit le premier OMD. En fait, ou plutôt, non, plus précisément, il y a un biais vers le développement et la croissance économique au détriment de la distribution. Dans les logiques et dans les stratégies, dans les politiques qui sont mises en œuvre, les bailleurs et les pays récipiendaires de l'aide mettent plus l'accent sur la croissance que sur la distribution. Donc en fait, elle conclut sur l'idée qu'il manquait un OMD, donc c'est un OMD de réduction de l'inégalité. Alors elle a peut-être été entendue, elle a travaillé pendant longtemps au PNUD, donc je pense qu'elle a dû participer aussi à toutes les discussions qui ont donné lieu à la définition de l'agenda 2030. Et cette ODD de réduction des inégalités, on en parlera peut-être plus en détail tout à l'heure, cet objectif de réduction des inégalités a été introduit, c'est un des nouveaux objectifs, c'est l'ODD 10 qui vise à réduire la pauvreté au sein des pays et d'un pays à l'autre, ou entre les pays on pourrait dire. Donc de ce point de vue-là, voilà, c'est un peu tôt pour dire est-ce que les pays vont s'approprier les ODD. On voit bien qu'en France, les gouvernements, enfin, ou certaines, il y a certains signes que les choses sont en marche, mais c'est la même chose dans les pays du Sud, dans les pays africains. Il y avait une relativement bonne appropriation des OMD, avec éventuellement des biais dans l'interprétation ou dans les stratégies mises en œuvre. Le risque, je dirais, par rapport à l'appropriation, c'est que voilà, les ODD, c'est encore plus complexe que les OMD. C'est une multitude de cibles. Le caractère, c'est très ambitieux, ce que disait Julie, c'est très ambitieux, mais cette ambition, c'est un pari aussi. Est-ce qu'on peut adhérer à quelque chose aussi ambitieux, en plus avec ce caractère universel? Juste pour vous donner un exemple sur le domaine de la santé, un des diagnostics qui avait été fait par rapport aux OMD sur la santé, c'est quelque chose qui avait été évoqué par plusieurs chercheurs dans les années 2010, c'est que les OMD sur la santé étaient injustes pour l'Afrique au sens où, pour le dire vite, c'était des objectifs qui étaient atteignables par de nombreux pays asiatiques, mais par très peu de pays africains. Et que de ce point de vue-là, alors que beaucoup de pays africains avaient fait de grands progrès dans les OMD, dans les cibles relatives à la santé, donc en particulier sur la mortalité infantile et la mortalité maternelle, alors que de nombreux pays faisaient des progrès, ils allaient quand même être signalés comme des échecs, puisque n'ayant pas atteint les OMD. Et l'Afrique n'avait pas besoin de mauvaises nouvelles, disons. Donc, de ce point de vue-là, il y a eu un débat à un moment sur est-ce qu'il faut fixer des objectifs qui sont inatteignables pour des pays très pauvres. Alors, les ODD, d'une certaine manière, dans le domaine de la santé au moins, aggravent un petit peu cette injustice, puisque les OMD étaient un objectif relatif. L'objectif de réduction de la mortalité infantile, c'était un objectif de réduction de 2/3 par rapport à un point de référence défini pour chaque pays, c'est-à-dire le niveau de mortalité infantile en 90, les ODD, dans le domaine de la santé, fixent des objectifs absolus. Et notamment, s'agissant de la mortalité infantile, il s'agit de descendre en dessous de 25 décès pour 1000 naissances dans le domaine de la mortalité infantile. Donc c'est encore plus exigeant de demander aux pays d'atteindre un objectif absolu que de leur demander d'atteindre un objectif relatif qui va donc être défini par rapport au niveau où ils se trouvent. Donc voilà, il y a plusieurs dimensions. Il y a en effet une ambition nouvelle et les risques qui vont avec du point de vue de l'appropriation des politiques par les pays et par les bailleurs. J'en reparlerai peut-être un peu tout à l'heure concernant l'ODD 10, l'ODD de lutte contre les inégalités, où les bailleurs ne sont pas exactement nécessairement sur la même longueur d'onde par rapport à l'interprétation de cet objectif-là, et ça peut aussi créer des difficultés. Voilà. Les gens dans la salle là, posent plusieurs questions par rapport aux acteurs. Donc ils y vont franco, ils disent ils s'interrogent sur... Attends, ça va trop vite là les questions. Ils s'interrogent sur le rôle des multinationales, sur le rôle des lobbies, etc.
Donc justement, c'est un sujet que je voulais qu'on aborde. Une des innovations de ces ODD, c'est que c'est pas uniquement, comme je le disais en introduction, les gouvernements qui sont censés être, qui ont signé ces accords, mais aussi il y a un grand ensemble d'acteurs qui sont impliqués, donc les entreprises, la société civile, etc. Donc je voulais savoir, je vais peut-être plutôt poser la question à Julie, si elle est d'accord. Quel est le rôle des entreprises, des entreprises et peut-être plus spécifiquement des multinationales? Est-ce qu'il y a une appropriation ou est-ce qu'il y a une appropriation pour un détournement de ces objectifs? C'est une excellente question. Effectivement, à l'IDRI, on a regardé un peu comment à la fois les citoyens, la société civile et les entreprises s'appropriaient les ODD. Je reviens juste un petit peu en arrière sur la question sur les citoyens. Justement, les citoyens, et la société civile, je serais un peu plus positive que mon collègue Thierry, c'est que les ODD ont vraiment appris des processus d'avant, les OMD, et déjà dans les négociations, il y a eu une participation beaucoup plus importante de la société civile et des acteurs comme les entreprises, etc., sur la définition de cet agenda. Donc il y a une réelle avancée là-dessus. Et il y a une réelle avancée aussi sur ce concept ne laisser personne de côté, qui peut paraître un peu abstrait, mais concrètement, ça veut dire que les ODD doivent ne laisser personne de côté, les plus pauvres, les enfants, les personnes en situation de handicap, etc. etc. Donc ça, c'est une nouveauté qui justement met, en tout cas, l'ambition de mettre le citoyen au cœur de cet agenda-là. Ensuite, nous, ce qu'on a pu constater, après, une fois que les ODD ont été adoptés, sur la manière dont la société civile s'est emparée ou pas de cet agenda-là, je pense qu'il faut distinguer deux types de sociétés civiles, deux types d'ONG, plus particulièrement. Les ONG de terrain qui mettent en œuvre des projets et les ONG de plaidoyer. Pour l'instant, les ONG de terrain, effectivement, comme tu disais, Anne-Sophie, c'est un peu tôt pour évaluer le changement de manière de faire des ONG de terrain. Ce qu'on a pu constater, nous, à travers nos recherches, c'est qu'au moins, ça change la manière de communiquer. Ça met en évidence auprès des financeurs qu'un projet sur l'éducation a des impacts sur d'autres projets et qu'il faut prendre en compte ça. Pour l'instant, nous, on est à ce niveau de constat, puisque c'est vraiment le début. Ensuite, ça a beaucoup changé, pour le coup, les actions des ONG de plaidoyer. En France, pas tellement, mais disons qu'il y a eu un retard au démarrage, mais ça commence. Il y a des ONG qui commencent à se structurer, des coalitions entre ONG, et pas seulement des ONG comme Coordination Sud, des ONG de développement, puis des ONG comme 4D, qui sont des ONG environnementales, qui se regroupent ensemble avec d'autres ONG, qui demandent à l'État français de rendre des comptes sur les ODD. Mais à l'international, on voit, et notamment en Allemagne, d'autres exemples qui sont vraiment excellents, où là, les ONG vraiment se saisissent des ODD comme poil à gratter pour l'État. Et en Allemagne, il y a une très grosse coalition d'associations qui a été faite, et là, pour le coup, pas seulement des associations qui suivent ce qui se passe à l'ONU, comme les associations de coopération développement ou les ONG d'environnement, mais aussi des associations locales, nationales, qui se sont toutes regroupées ensemble et qui viennent talonner le gouvernement allemand pour dire « Eh oh, qu'est-ce que vous faites là concrètement ?» Et ils proposent des choses très, très, très concrètes. Ils proposent d'abord que les ODD soient pris en compte au plus haut niveau politique, et c'est le cas. Angela Merkel s'est engagée vis-à-vis des ODD. Ils proposent aussi que le gouvernement fasse des stratégies, et pas des stratégies hors sol, type oui, on va faire les ODD d'ici 2030, mais vraiment développe des mesures pour atteindre ces ODD. Et enfin, ils demandent au gouvernement de rendre régulièrement des comptes et de présenter ça devant le Parlement, etc. Donc ça a un vrai impact, et tout ça, ça remet le citoyen et en tout cas les associations au cœur du débat. Les entreprises, alors effectivement, les entreprises, c'est nous, de ce qu'on a pu constater au cours de nos recherches, le point positif, c'est que les entreprises ont été les premières à se saisir des ODD.
Elles ont été les premières à communiquer dessus. Vous allez sur le site de BNP Paribas, vous allez sur le site de plein de grosses entreprises et vous verrez qu'elles mentionnent les ODD et qu'elles ont bien compris ce que c'était les ODD. Donc ça, c'est un côté positif. Le côté plus négatif, c'est qu'on est un peu sur ce qu'on appelle dans le jargon du ODD washing. C'est-à-dire qu'on prend la politique RSE de l'entreprise et on fait un beau paquet ODD et en fait, ça ne change rien profondément aux activités des entreprises. Donc, pour les entreprises, pour l'instant, c'est plus un objet de communication qu'un objet sur la politique RSE, qu'un objet de vraiment transformation de la manière de faire des entreprises. Ceci dit, c'est mieux qu'on a pu voir à New York là, cette année, il y a certaines entreprises qui carrément font ce qu'on appelle pareil dans le jargon du SDG, ODD picking, dans le sens où on va avoir des grosses entreprises à énergie fossile très polluantes qui vont dire qu'elles font des choses formidables parce qu'elles ont financé une école au Mozambique. Et là, c'est un peu l'inconvénient, c'est de dire il y a juste un ODD auquel on y contribue bien parce qu'on a financé cette école et on oublie tout le reste qui est pas très politiquement affichable, quoi. Donc, et ça, c'est dommage. Ça, c'est vraiment dommage parce que je pense que ça peut porter préjudice aux ODD. Donc, il faut justement veiller à ce que ce qui est présenté en matière d'ODD se reflète bien l'activité totale des entreprises. Je crois que Thierry veut intervenir. Il y a une question, enfin je te passe la parole, mais il y a une question de la salle qui dit est-ce qu'il est prévu des sanctions si les ODD ne sont pas atteints. Donc, mais je passe la parole à Thierry. Non, je pense. Enfin, non, il n'y a pas de sanction. Tout ça, c'est incitatif. C'est incitatif. On est dans la bonne volonté. Et tout à l'heure, quand M. Marguerite parlait du panel de haut niveau à New York, c'est des revues volontaires de la part des États. Et autant à Genève, je suis un peu technique là, avec les procédures spéciales des droits de l'homme, c'est vraiment les politiques, mettons dans le domaine de la Convention des droits de l'enfant ou les droits économiques, sociaux et culturels, etc. Il y a des experts des droits de l'homme qui regardent les rapports des États sur comment ils mettent en œuvre les droits concernant les conventions en question. Sur les objectifs de développement durable, c'est beaucoup plus, on est dans créer un effet d'entraînement. Par rapport aux entreprises, je voulais reprendre un exemple qu'on a vécu. On voulait faire un projet dans un pays francophone avec une grosse entreprise pour former et permettre l'accès à l'emploi de familles, de personnes, de travailleurs très pauvres. Donc on avait consulté Proparco. Après une rencontre avec le directeur de Proparco, Proparco, c'est la branche de l'Agence française de développement qui travaille avec les entreprises dans le domaine de la politique, de la coopération internationale. Et donc, on avait demandé à Proparco s'ils pouvaient nous mettre en relation avec des entreprises qui bénéficiaient de prêts de la Proparco pour leur présenter notre projet. Et en fait, Proparco n'a trouvé personne. Ils ont consulté, ils connaissent plein d'entreprises évidemment, et la remarque que nous avait fait la personne de Proparco, c'est si nous, on est une banque, Proparco c'est une banque, si nous on met trop de conditions à nos prêts, les entreprises vont chercher ailleurs, et donc en Asie ils sont beaucoup moins regardants, on peut trouver de l'argent ailleurs, et ce que nous avait dit le responsable, c'est si nos prêts on met trop de conditions, c'est ça, les entreprises vont chercher ailleurs, et c'est ça, c'est un peu tout ça sur le fonctionnement de comment se financent les entreprises, et c'est un exemple de là, voilà, c'est un exemple que je voulais donner. Merci. Moi, je vais me poser une question à David par rapport à la mise en œuvre des politiques. Si j'ai bien compris, les Nations Unies ont souhaité que les objectifs de développement durable soient annuellement suivis afin de mesurer la progression à l'échelle mondiale, mais aussi pour chaque pays. Donc on se retrouve, c'est assez vertigineux, on se retrouve dans leur plan d'action, on se retrouve avec 160 cibles
qui sont identifiés, 244 indicateurs de suivi. Alors, face à une telle multiplicité de cibles d'indicateurs, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est pas contre-productif? Parce que le fait de suivre, alors qu'il est affirmé à juste titre que nombreux sont les objectifs qui sont interconnectés, la mise en place d'indicateurs de suivi par objectif laisse de côté la réflexion sur la cohérence entre eux, sur la recherche de synergie, etc. Donc, est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu essayer de prioriser les objectifs et d'identifier des politiques et d'aider les pays à identifier les politiques à mettre en œuvre pour les atteindre? Il n'y a pas vraiment de réflexion sur les politiques. C'est tout un catalogue qui est parfois un peu... ça va être un peu dur ce que je vais dire, mais ça donne parfois un peu envie de vomir, tellement que c'est plein de bonnes intentions. Enfin, je veux dire, tout est... Donc voilà, je voulais savoir quelle est votre expérience à travers le suivi de l'OCDE. Oui, excellente question qu'on s'est tous posée quand on a vu pour la première fois cet énorme document avec toutes ces colonnes et lignes, et où on s'est dit « Ouh là là, mais par où on va commencer? Dis donc, tellement c'est gros ». Mais je crois qu'il faut bien comprendre, je crois... pour répondre à cette question, en fait, il faut bien comprendre à la base ce que c'est les ODD. À la base, c'est un agenda politique dont 193 pays se sont accordés dessus. Chaque pays a ses défis, ses enjeux qui lui sont propres. Et du coup, à partir de là, on se retrouve forcément avec une multiplicité d'objectifs, une multiplicité de cibles, parce qu'on a envie qu'en fait tous les pays se sentent concernés par cet agenda. C'est important politiquement parce que si on veut que ça fonctionne, il faut que cet agenda soit porté par les gouvernements, donc ils ont besoin de se reconnaître dedans, et du coup on est obligé d'y mettre beaucoup de choses. Aussi, et ça c'était une différence, ça a déjà été un peu mentionné précédemment, mais c'est une différence avec les OMD, c'est que pour les OMD, c'était très focalisé sur les gens, la population. Là, l'ONU a essayé de faire quelque chose de beaucoup plus large, qui intègre beaucoup plus de dimensions. On a des choses sur l'environnement, des choses sur l'océan, ce qu'on n'avait pas forcément avant. Et du coup, inévitablement, ça multiplie les objectifs, les cibles, les indicateurs. Et ça peut être pas évident de s'y retrouver. Mais là, une fois qu'on a dit ça, je crois que maintenant c'est à nous, en tout cas nous à l'OCDE, c'est un des rôles que nous avons fixé nos États membres. Je crois que la société civile aussi, c'est un des rôles qu'elle a, c'est justement d'essayer d'aider les gouvernements et les administrations à prioriser tous ces indicateurs, tous ces cibles en fonction des enjeux nationaux. Donc ce qu'on a fait nous à l'OCDE, c'est qu'on a développé toute une analyse. Je ne sais pas s'il y a mon PowerPoint qui peut être projeté quelque part. Voilà, parfait. On a développé toute une analyse pour les pays de l'OCDE dans lequel on regarde pour toutes les cibles sur lesquelles on a des indicateurs qui respectent un certain nombre de critères de qualité, où se situent les pays par rapport à la distance, par rapport à la valeur cible qu'ils doivent atteindre en 2030. Donc on évalue la distance qu'il leur reste à parcourir. Donc là, vous avez le résultat principal, où du coup, en un graphique, on résume les 169 cibles et la distance qu'il leur reste à parcourir. Et en fait, cet outil-là qu'on a développé, ça doit permettre aux pays de voir rapidement et simplement les endroits où ils sont performants, les endroits où ils sont moins performants, et ensuite comment ils doivent, sur quel objectif ils doivent accentuer leurs efforts. Parce que une chose je ne crois pas qui a été encore mentionnée, c'est que dans la résolution de l'ONU de 2015 sur les ODD, il est bien dit que ces 169 cibles, c'est quelque chose qui doit être une source d'inspiration pour les pays, et que tous les pays ne doivent pas tous les reprendre, ils doivent se les approprier, prendre celles qui les intéressent, etc. Donc là, nous, c'est vraiment, on a passé beaucoup de temps là-dessus, donc on a passé du temps à développer cette méthodologie, on a passé du temps à essayer de trouver la meilleure manière pour communiquer, pour rendre visuel, pour rendre compréhensible ce tableau qui était incompréhensible, tout simplement. Et donc, on se retrouve avec ce genre de résultats. Donc là, vous avez les résultats au niveau de l'OCDE. On présente également les résultats pour chacun des objectifs. Encore une fois, au niveau de l'OCDE. Alors là, vous voyez,
Donc, je ne sais pas si vous êtes familiarisé avec ce qu'on appelle les 5 P. C'est une manière de classer les objectifs en 5 catégories. Donc, les People, Planet, Prosperity, Peace et Partnership. Donc voilà, là on voit que sur Planète, par exemple, on est plutôt bon sur l'objectif sur le climat. Voilà, on est moins bon sur d'autres objectifs. On est moins bon sur l'objectif sur les inégalités de genre, par exemple, pour le People. Et donc ça doit aider les pays à prioriser. Alors cette étude, on l'a fait au niveau de l'OCDE. Après, si un des pays membres de l'OCDE veut qu'on la produise pour lui, on lui fait, mais c'est vraiment sur une demande volontaire. Donc jusqu'à présent, on a 13 pays qui ont été intéressés par cette étude-là. Et donc les 22 autres pays avec qui on est en contact, avec qui on discute et qui n'ont pas encore fait formellement de demande. Donc ça, c'est une des premières manières pour aider les pays à implémenter les ODD. Après, on a fait nous, on aide d'une autre manière aussi les pays. Donc, par exemple, il y a la Slovénie et la Slovaquie, avec qui on a travaillé très étroitement. Ces 2 pays sont en train d'élaborer ce qu'on appelle des stratégies nationales de développement à l'horizon 2030. Donc, à la manière des ODD, en fait, ils se fixent des objectifs pour leur pays. Ils veulent que cette stratégie soit adossée aux ODD. Et ils nous ont demandé à l'OCDE de les aider tout au long du processus pour élaborer cette stratégie. Donc, on fait des réunions régulièrement avec eux où ils nous disent ce qu'ils veulent faire. On leur fait, nous, des retours sur exactement comment ils devraient créer cette stratégie. Donc, commencer par discuter avec les différentes administrations, ensuite faire de la consultation, comment ensuite on peut, à partir de ces matériaux, tirer des objectifs, des cibles qui soient adossés qui soient adossés aux ODD, comment ils peuvent fixer des valeurs cibles en fonction du niveau auquel ils se situent, etc. Donc ça, c'est une autre manière qu'on a, nous, d'aider les pays et du coup de faire en sorte qu'ils arrivent à s'approprier cet agenda qui est très très long, très compliqué et qui reprend plein d'éléments différents. Et une chose sur laquelle je voudrais insister, que j'ai déjà un peu mentionné, c'est du coup donc cet objectif a un avantage en étant très large, donc je l'ai dit, il est assez compliqué, mais voilà, on peut essayer de faire en sorte de le faciliter, de le rendre plus compréhensible. Mais un objectif pour moi, un avantage qui est important de cet agenda, c'est parce qu'il est large, il couvre des nouvelles thématiques. Donc l'océan, je l'ai déjà mentionné précédemment, c'est une thématique qui avant n'existait pas trop. C'est une thématique sur laquelle on sait peu de choses. C'est une thématique sur laquelle il n'y a pas d'indicateurs parce que c'était pas dans les agendas politiques. Or, on sait maintenant, avec la recherche qui commence à être faite sur ce sujet-là, on sait que c'est quelque chose de très très important. Et du coup, ça a beaucoup d'indicateurs. Cet agenda est énorme, mais il met aussi en lumière des nouvelles thématiques qu'on n'avait pas jusqu'alors à l'agenda politique, et ce qui nous semble, en tout cas à l'OCDE, être plutôt une bonne chose. Ok, merci. J'ai une question concernant l'OCDE. Comment l'OCDE prend en compte dans ses études les scénarios de réchauffement climatique et d'accroissement de la population qui auront inévitablement un impact sur la capacité à nourrir, par exemple, à nourrir la planète? Je te prends de court. Oui, alors là, effectivement, je travaille moi-même pas directement sur ces thématiques-là, mais voilà, nous à l'OCDE, on fait des études. Pour la plupart, on est tous économistes ou statisticiens, donc on a développé des modèles qui nous permettent de faire des projections dans lesquelles on rentre des variables, et à partir de ces variables-là, on peut projeter à comment évalue la thématique qui nous intéresse et qu'on étudie. Donc c'est comme ça, basiquement, qu'on travaille. Je vois qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais oui, allez-y. Non, mais je veux dire, c'est bien les statistiques, mais non, mais la FAO vient de sortir un rapport sur la faim dans le monde. Il demande qu'il y ait un changement des politiques agricoles dans le monde, qu'il y ait plus de petites agricultures qui soient soutenues dans chaque pays.
pour arriver, parce que l'augmentation va être énorme, l'augmentation de population va être énorme, la demande en nourriture va suivre, et si on reste sur la logique actuelle des grands groupes industriels et avec les petits producteurs locaux qui n'arrivent pas à produire, qui ne sont pas soutenus, qui n'arrivent pas à envoyer à conserver leurs denrées, ce qu'ils produisent et à l'envoyer dans les villes, ils sont complètement défavorisés. Ça entraîne un exode rural infernal. Je veux dire, on est sur un cercle vicieux et je suppose que l'OCDE ne fait pas que des statistiques, mais si on ne fait que compter ça, on est observateur et on voit le train qui avance qu'avance dans le mur, quoi. Oui, mais il me semble qu'en même temps, dans les OMD, il y a dorénavant, les ODD, pardon, il y a dorénavant tout un aspect sur comment bien nourrir, un aspect sur l'agriculture, chose qu'ils n'avaient pas précédemment. Donc il y a toute une réflexion quand même sur la production locale et la viabilité des systèmes de production. Puisqu'on parle de statistiques, moi je voulais juste vous montrer, parce qu'il y a des questions sur l'évolution démographique dans le monde, etc. Donc je voulais juste vous montrer quelques graphiques sur où on en est. Je crois que c'est comme... Bon, voilà, je suis économiste, donc j'ai mes défauts aussi de statisticienne. Et donc, quand même, des graphiques ont leur portée. Alors, je ne vois pas très bien lequel... je ne me rappelle plus lequel c'est. Donc ça, c'est une évolution faite par la Banque mondiale, notamment, par Ravaillon et Chen, qui sont deux chercheurs. Ravaillon, dorénavant, il est prof à Washington dans les universités, mais bon, c'est le concepteur avec son co-auteur Chen de la réflexion sur comment compter les pauvres, etc., sur la pauvreté à $1 ou $2. Donc ça, c'est ces dernières productions qui datent de cet été, où il y a une comptabilisation de l'évolution de la pauvreté dans le monde. Donc là, c'est les taux de pauvreté. Vous voyez que le taux de pauvreté dans le monde... Alors moi, le problème, c'est que je ne vois pas... Ah si, ça y est, je vois. Il est passé de 48% dans les années 90 à 31%. Donc ça, c'est la ligne rouge. La ligne rouge, donc ça c'est la pauvreté mesurée à l'équivalent de $1,9 par jour, qui est une ligne très très sévère. Enfin, je veux dire, c'est l'équipe. Imaginez-vous de vivre avec $2 aux États-Unis, voilà, actuellement. Donc ça donc il y a quand même des grosses évolutions. Et en dessous, c'est une ligne qui... bon, j'ai pas trop le temps. On va passer au slide suivant. Ah non, je peux le faire. Oui, pardon. Et donc le slide suivant, c'est pas le taux de pauvreté, la proportion de gens dans le monde qui est en dessous d'une ligne de pauvreté, mais c'est le nombre de pauvres. Et là, vous voyez que du fait de l'évolution démographique, notamment en Afrique et en Inde, que le diagnostic est moins glorieux, puisqu'on a quasiment une stagnation du nombre de pauvres, toujours sur la ligne rouge. Et donc peut-être... Ah oui, pardon. Non, ça je l'ai déjà fait. Ah oui, je fais un envers. Pardon. Donc ici, c'est... Bon, je vais peut-être passer au suivant. Et en termes de proportion, en termes d'allocation des pauvres dans le monde, on voit que les gros défis, ils restent en Afrique, ils restent en Afrique et ils restent en Asie du Sud, en gros l'Inde, quoi. Et l'essentiel de la réduction de la pauvreté dans le monde provient de la dynamique de la Chine, en fait. C'est les Chinois qui sont passés... dont le nombre de pauvres a sensiblement diminué. Et la réflexion actuelle de document là, que je vous invite à aller voir, bien qu'il est un peu technique, mais la réflexion actuelle de ces deux chercheurs, c'est de se dire, bon, la pauvreté, elle n'est pas uniquement absolue. Je veux dire, vous êtes... et du coup, là, ils ont intégré les pays riches dans leur réflexion. Et certes, on a sorti beaucoup de gens de la pauvreté. Il y a beaucoup de gens qui ont dépassé en gros le $1 par tête, ou 1,9 dorénavant $ par tête, mais il n'en demeure pas moins que est-ce qu'on peut les considérer comme non pauvres? Et comme la pauvreté, c'est quand même un concept aussi relatif, c'est comment je me situe par... Ah,
je peux plus passer. Par rapport au revenu médian ou par rapport à un niveau de vie que je considère comme, que la société ou que moi personnellement je considère comme décent. Et là, on se rend compte qu'en fait, la pauvreté relative, cette pauvreté qui est tout aussi forte, qui est aussi importante, croît et croît beaucoup dans les pays en développement. Donc les enjeux encore de pauvreté restent, bien qu'il y ait eu des progrès assez énormes, ils restent quand même assez importants. Donc là, je voudrais qu'on parle un peu, si on a un peu de temps, qu'on reparle un peu sur la pauvreté sur deux aspects. Dorénavant, dans les indicateurs de pauvreté des ODD, il s'agit qu'il n'y ait plus du tout de pauvres en termes absolus. Donc, il n'y ait plus de gens qui sortent qui est moins de 1,9 $ par jour. Les autres éléments qui sont, me semble-t-il, assez nouveaux, c'est le fait qu'il y a l'idée. Alors, en même temps, après, il y a des cibles qui sont assez vagues, mais qui font état de donner les droits aux plus démunis à l'accès à des ressources. Donc du coup, je vais vous passer la parole à Thierry Viard. Et l'autre question dont je voulais qu'on débatte, c'est que parmi les cibles, il y a l'idée qu'il faut c'est un peu la tarte à la crème depuis 30 ans, mais bon, ça ressort aussi dans ces OMD. Il faut mobiliser plus de fonds au nord pour les allouer au sud. Et donc là, on parle de l'aide publique au développement. Donc du coup, je voudrais qu'on parle, après je passerai la parole à Julie pour qu'elle nous fasse un peu un état de où en est la France en termes de promesses, en termes d'aide publique au développement. Donc tout d'abord, à Thierry, par rapport à est-ce qu'il y a une évolution dans la conception de la pauvreté en termes de droits? Et est-ce que, en utilisant des termes dans les cibles, on veut faire en sorte qu'il n'y ait plus que tous les démunis, que les plus pauvres parmi les pauvres sortent de leur situation? Est-ce qu'il y a un réel infléchissement dans les orientations politiques? Sur l'évolution de la lutte contre la pauvreté en termes de droits, c'est sûr qu'il y a une grosse évolution depuis 30 ans. Si je prends un exemple, en 1984, le fondateur d'ATD Quart Monde avait rencontré le Pérez de Cuéllar, et donc qui était secrétaire général des Nations Unies. Et donc, il lui avait posé la question de la pauvreté en termes de droits de l'homme. Et après, à cause de ça, on avait pu avoir un rendez-vous à Genève auprès du Centre des droits de l'homme, qui a changé de nom, c'est le Haut Commissariat maintenant. Et donc, les responsables du Haut Commissariat s'étaient dit, mais pourquoi le secrétaire général nous envoie un prêtre? Il se trouve que le fondateur d'ATD Quart Monde est un prêtre, c'est Joseph Brzezinski. Et donc, pourquoi le secrétaire général nous envoie un prêtre pour parler de pauvreté alors qu'ici, on est aux droits de l'homme? Et il aurait mieux fait d'envoyer que ce prêtre ferait mieux d'aller voir le Haut Commissariat pour les réfugiés. Et donc, c'était l'approche dans les années 80, c'était encore assistance, bonne volonté. Et maintenant, voilà, merci d'avoir passé la diapo, non, celle d'avant, c'est bien, sur les principes directeurs sur l'extrême pauvreté et les droits de l'homme. Ce texte a été adopté en 2012, principes directeurs sur l'extrême pauvreté et les droits de l'homme. Donc ça reprend l'ensemble des droits de l'homme sous l'angle de la lutte contre l'extrême pauvreté. Donc c'est un point très important, c'est une évolution importante. La rapporteuse spéciale qui a permis l'adoption de ce texte, donc dit maintenant la lutte contre l'extrême pauvreté, c'est plus une option pour les États, ils doivent le faire. Bon, alors après, effectivement, il faut passer des droits théoriques et des droits formels aux droits effectifs, mais c'est un chemin. Alors, dans la déclaration des ODD, on retrouve plusieurs fois la mention des droits de l'homme, mais ça reste... c'est pas contraignant, mais c'est une évolution qui va dans le bon sens. Voilà, ça c'est ce que je peux dire. Alors après, sur la question, vous me posiez la question par exemple, dans la cible 1.4, il y a le fait que
toutes les personnes doivent avoir accès aux mêmes droits, aux ressources économiques. Donc c'est un aspect des droits. Moi, quand je lis cette cible, que vous mentionnez, Sandrine, je me dis dans l'ensemble des personnes qui vivent dans l'extrême pauvreté à travers le monde, dans la pauvreté et l'extrême pauvreté, ce n'est pas un public homogène, et cette cible s'adresse plus aux personnes qui sont proches des seuils de pauvreté que des gens qui vivent dans l'extrême pauvreté. D'accord, si c'est bientôt fini. Alors, juste pour finir sur les droits de l'homme, l'évolution aussi qui est essentielle, c'est de rapprocher les droits économiques, sociaux et culturels des droits civils et politiques. Que c'est un tout. Tout à l'heure, Julie a parlé d'interdépendance. Les droits de l'homme sont interdépendants et on doit aussi bien... et pareil avec les droits culturels dont parlait Arnaud, c'est l'ensemble des droits qui doivent être obtenus, et parce que si un des droits manque, ça fait chuter les autres. Bon, malheureusement, je vois qu'on n'a que 10 minutes, qu'il nous reste que 10 minutes, donc juste... 2 secondes sur l'aide publique au développement en France, puis peut-être que David vous interviendrez sur d'autres pays, je ne sais pas. Après, j'aimerais bien quand même qu'on dise quelque chose sur les inégalités. Et puis si on a le temps, sur l'aspect culturel et éducation, parce que j'ai eu des questions là-dessus. Donc voilà. Oui, je vais essayer d'être brève. Effectivement, les ODD proposent une cible très concrète aux États de consacrer 0,7% de leur richesse nationale, donc le PIB, aux pays en développement. Quid de la France ? La France a pris cet engagement-là à nombreuses reprises depuis les années 70, voire les 2005, sans jamais avoir atteint cet objectif. On voit là, donc c'est un graphique justement pour la France. Le trait jaune, c'est l'objectif, c'est le 0,7. Et le trait rouge, c'est là où en est la France en fonction des différents mandats des présidents. Donc on voit qu'on est vraiment loin de la cible. En 2016, on était à moitié de l'objectif. On était à 0,38 exactement au lieu de 0,7. Donc c'est vraiment un engagement qu'on a du mal à atteindre. Pourquoi en tout cas, à quoi les ODD peuvent servir dans ce débat-là ? C'est que la France, au niveau national, a toujours pris des engagements qui étaient beaucoup plus vagues que ceux que proposent les ODD. Elle a toujours mis des conditions à cet objectif-là. Donc, François Hollande, c'était atteindre cet objectif dès le retour à la croissance. Et là, Emmanuel Macron s'est engagé en tant que président de la République à juste avoir un objectif intermédiaire d'atteindre 0,55%, enfin de consacrer 0,55% de la richesse nationale en 2025. Donc 0,55%, c'est pas 0,7. C'est là où les ODD sont utiles. C'est que la France s'est engagée au niveau international à l'ONU à remplir un objectif qu'elle n'a pas pris au niveau national, ou qu'elle a pris mais avec beaucoup de précautions et tellement que finalement elle n'a pas vraiment prise. Et donc c'est intéressant là-dessus. Et justement c'est intéressant pour tout ce qui est contre-pouvoir, les ONG, la société civile, les parlementaires, pour dire oh là vous avez pris cet engagement-là au niveau de l'ONU. Donc qu'est-ce que vous faites de ça ? Donc c'est là où les ODD sont utiles. Ça permet de donner des armes politiques, des arguments supplémentaires pour dire il y a eu cet engagement-là et atteignez-le. Je préfère qu'on parle des inégalités dans le temps qu'on passe au sujet suivant sur les inégalités. Donc, comme le disait Anne-Sophie au début, là, le fait que dorénavant, dans un des objectifs, il y a les inégalités, je trouve que c'est une vraie... est-ce que c'est une vraie avancée ? Donc, ça serait ma première question. Et notamment, est-ce que l'objectif d'assurer une croissance des revenus des 40% de la population les plus pauvres à un rythme plus rapide que celle des revenus moyens nationaux est-il un objectif ambitieux ou non en termes de réduction des inégalités dans le monde et dans les pays en développement ? Donc Anne-Sophie. Je vais essayer de couvrir ça rapidement.
Alors, est-ce que c'est un objectif ambitieux? Évidemment, ça dépend des points de vue. Donc, je vais commencer par le point de vue non, ce n'est pas un objectif ambitieux, puisque c'est un objectif qui reste vague. Il donne une direction, il faut que les revenus des 40% les plus pauvres augmentent plus vite que le revenu moyen, mais il ne donne pas un objectif chiffré de combien plus vite, qu'est-ce que ça veut dire plus vite, etc. Donc un premier aspect, c'est que c'est un objectif flou de ce point de vue-là. Deuxième aspect, alors vous êtes, je pense, tous au courant des campagnes qui ont été, enfin, ou des rapports qui ont été faits, notamment par Oxfam, sur la question de la distribution de la richesse, et qui montrent qu'il y a une évolution dans plusieurs pays de l'augmentation des inégalités, et notamment ce qu'on appelle le top 10, c'est-à-dire les 10% les plus riches. Or, l'objectif là concerne les bottom 40, ça veut dire les 40% les plus pauvres, ne dit rien sur qu'est-ce qui se passe en haut de la distribution, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça. Donc, en effet, un aspect pas très ambitieux. Alors après, si on se place du point de vue de ce que des ambitions, si on compare, disons, cet objectif à ceux qui sont affichés par les bailleurs, et là je pense en particulier à la Banque mondiale, c'est plus ambitieux que l'objectif de la Banque mondiale. Donc la Banque mondiale a depuis très longtemps défini son objectif comme étant l'objectif de son activité comme étant l'élimination de la pauvreté absolue. Et a intégré depuis 2013 un deuxième objectif qui est la croissance du revenu des 40% les plus pauvres. Alors ça ressemble à cette cible, à la cible 10.1 de l'ODD 10, mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose de dire il faut que le revenu des 40% les plus pauvres augmente, ce qui est l'objectif affiché par la banque, ce qu'ils appellent shared prosperity, la prospérité partagée, ou de dire il faut que ça augmente plus vite que le revenu moyen, ce qui est l'ODD 10. Donc de ce point de vue-là, l'ODD 10, enfin la cible 10.1 de l'ODD 10 est plus ambitieuse puisqu'elle demande que cette croissance soit supérieure à la croissance moyenne, ce qui, du point de vue des inégalités, va dans le sens d'une réduction des inégalités. Si le revenu moyen des 40% les plus pauvres augmente plus vite que la moyenne, ça veut dire que la part du revenu des 40% les plus pauvres augmente cette part augmente, et donc ça correspond à une manière de suivre les inégalités. Il y a d'autres indicateurs, mais c'est un indicateur qui est parfois utilisé. C'est intéressant de comprendre que cette question d'appropriation de l'objectif des inégalités est compliquée, beaucoup plus compliquée, je pense, que des objectifs comme celui de réduction de la mortalité infantile qui est un objectif consensuel, relativement simple à définir, sur lesquels on dispose de données de relativement bonne qualité. Là, l'ODD de réduction des inégalités, il est complexe, il peut être interprété de différentes manières, et les différents bailleurs ont des positions différentes. Si on regarde ce que raconte l'ONU, par exemple, le PNUD en particulier, qui a fait un très bon rapport sur cette question-là, qui s'appelle Humanity Divided en 2014, ils ont une réflexion sur les inégalités. Ils mettent quand même en avant un aspect fondamental de réduction des inégalités comme une fin en soi, alors que la banque a un discours qui est plus les inégalités comme un instrument, comme un moyen pour la réduction de la pauvreté, et avec toujours une problématique ou une problématisation qui est est-ce que les outils de réduction des inégalités ne constituent pas ou ne constitueraient pas un risque pour la croissance. Ce qui est nouveau dans le débat, je pense, depuis quelques années, c'est déjà, tout ce travail qui a été fait sur l'augmentation des inégalités, sur le travail de Piketty notamment, mais aussi le rapport d'Oxfam sur la distribution de la richesse, qui est vraiment très, très marquant, quand on sait 1% de la population détient plus de 50% des richesses mondiales. C'est quelque chose qu'on retient, c'est un chiffre vraiment choquant. Et notre aspect, c'est aussi une réflexion sur les risques justement de capture politique. Cette concentration des revenus en haut de la distribution pose des risques de capture politique, et il y a aussi toute une réflexion là-dessus qui a fait évoluer, je pense, la manière dont on voit les inégalités. Donc voilà, pour terminer, prendre conscience que cet objectif est nouveau et c'est ambitieux, et c'est en soi tout à fait intéressant, mais que son intégration dans les agendas politiques des bailleurs et des pays, elle est complexe, et elle va être difficile parce que voilà, les pays ont des positions différentes sur l'acceptabilité de l'inégalité, et puis les bailleurs ont aussi des positions différentes sur ces questions-là, il me semble. Donc j'ai travaillé en effet depuis 1 an avec l'Union européenne, et on sent qu'au sein de l'Union européenne, il y a des débats sur qu'est-ce que ça veut dire les inégalités, de quelles inégalités parle-t-on, de quelles inégalités faut-il réduire, etc.
Malheureusement, le temps passe, donc je voudrais passer la parole à Arnaud pour qu'il me parle, parce que là j'ai des questions sur la salle. Voudrait préciser que la culture, enfin vous avez évoqué la question de la culture, l'éducation, etc. Donc peut-être conclure là-dessus en 3 secondes. L'éducation a toujours été le parent pauvre des débats. Non, je ne vais pas inventer un nouvel oxymore pour dire qu'il faudrait une éducation de qualité. C'est clair que ça pose pas mal de questions sur comment on intègre aujourd'hui l'éducation. Je suis assez critique sur les ODD par rapport à non pas uniquement cet objectif, l'essentiel des objectifs, parce qu'on l'a dit, c'est pas incitatif, il n'y a pas de pénalité, c'est au bon vouloir des États. Alors bien sûr qu'on peut les critiquer en disant vous n'avez pas fait ça, vous n'avez pas fait ça. Mais ce qui me gêne beaucoup, c'est que ça ne relève pas du travail de terrain. Autrement dit, les gens qui travaillent sur le terrain, même dans le domaine culturel, regardent les ODD comme indicateurs, mais ça ne va pas les orienter dans ce qu'ils vont faire. Pourquoi ? Parce que nous, on parle de scénario. On va sur le terrain, on veut imaginer ça, et on tente de faire tout pour que ça se mette en place. Et quand on regarde, si je prends la dimension culturelle, vous partez en Afrique, tous les pays ont des dimensions culturelles extrêmement fortes. Arriver avec une vision d'indicateur n'a aucun sens. Et je dirais même que les données du terrain ne permettent même pas d'expérimenter l'un ou les indicateurs. Je prends juste un exemple. Vous partez en RDC, il y a 300 ethnies. 300 ethnies avec des dimensions culturelles fortes, linguistiques. La notion de développement durable n'est même pas traductible quand vous arrivez. Et que pour certains, c'est l'environnement. Donc l'environnement, ça peut être l'hygiène, l'assainissement, ça peut être les transports. Pour un enseignant, ça peut être 5 à 6 heures pour aller faire sa classe. Et ça peut être 80 à 90 élèves qui viennent le matin. Donc quand on parle d'éducation de qualité et de dimension culturelle, il faut relativiser. C'est pour ça que je pense qu'il y a une notion de terrain qu'il faut réintégrer, réintroduire dans les débats. Et je prends juste un exemple pour terminer, comme ça on pourra illustrer. Même en améliorant les indicateurs, c'est pire à la fin. Je prends juste un exemple. Si on prend le taux de scolarisation dans le primaire, dans le secondaire, si on l'améliore aujourd'hui rapidement, c'est catastrophique pour l'enseignement supérieur. C'est catastrophique. Il n'y a pas d'investissement public. Les étudiants arrivent à 300 ou 400, voire 1000 dans un amphi de 200. Vous savez, quand vous enseignez en Afrique, vous comprenez les difficultés pour enseigner. Donc si on voulait améliorer dans le primaire, il faudrait vite améliorer le supérieur. Sinon, on va avoir un goulot d'étranglement extrêmement sensible. Et c'est là où on voit qu'il faut vraiment faire attention à non pas travailler sur les objectifs, mais les mettre ensemble et voir que c'est très complexe. On ne peut pas améliorer quelque chose sans détériorer quelque part autre chose. Ok, merci. Donc, je voudrais remercier tous les gens autour de cette table, qui sont certains un peu frustrés, parce que je pense qu'on avait des choses, enfin, ils avaient des choses à dire. Je voudrais vous remercier aussi. Je pense que certains d'entre vous sont aussi frustrés parce qu'ils auraient peut-être voulu que des sujets soient abordés, mais on ne pouvait pas tout aborder. Moi, je vous conseille d'aller voir sur les sites, notamment à l'IDRI, à l'OCDE, il y a des documents. Je vous conseille aussi ce livre qui vient de sortir, qui s'appelle « Un défi pour la planète et les objectifs de développement durable du débat ». On est 3 sur la table à avoir participé à ce livre, qui est aux éditions IRD et Kouaé, qui fait le point sur les ODD et qui a des aspects critiques, etc. Voilà. Merci.